Bonsoir à tous et bienvenue dans cette réunion d'information organisée par Mes études et les cours du Parnasse. Je suis Louis Well, professeur de mathématiques. J'ai moi-même une formation d'ingénieur puisque je suis issu d'une de ces écoles d'ingénieurs des concours post-bac, l'ESME Sudria, auquel on accède cette année, enfin depuis quelques années, par le concours Advance. Mes études est un institut d'orientation et d'information qui va permettre aux élèves tout au long de leurs études de s'informer sur les différentes écoles, orientations qui existent à l'issue du bac, mais aussi tout au long de leur scolarité dans le supérieur. Les cours du Parnasse, c'est un institut de formation qui forme des élèves au concours, qui forme des lycéens au concours post-bac, le concours des écoles d'ingénieurs post-bac, bien sûr, le concours de Sciences Po, le concours des écoles de commerce post-bac, mais aussi les instituts politiques de province. Pendant cette formation, pendant cette intervention, je vais essayer de vous exprimer, de vous présenter ce que c'est que d'être un ingénieur en France et surtout comment on devient un ingénieur. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'une école post-bac, qu'est-ce qui fait sa différence par rapport à une autre école, et qu'est-ce qui fait sa différence par rapport à une autre formation pour devenir ingénieur. Et puis, on va essayer surtout de comprendre comment les différencier, comment faire le tri parmi ces écoles, parmi ces nombreuses écoles. Il y a plus de 70 écoles aujourd'hui qui sont des écoles d'ingénieurs post-bac. Essayez de faire le tri pour que vous fassiez un choix en fonction de vos goûts et en fonction de la qualité de l'école. Ensuite, on va s'intéresser au concours, comment entrer dans une de ces écoles. On va voir que selon les écoles, selon les groupements d'écoles, seulement les groupements d'écoles qui sont réunis dans certains concours, les épreuves vont être assez différentes. Vous aurez parfois uniquement l'étude d'un dossier, parfois l'étude d'un dossier complété d'épreuves écrites et ou d'épreuves orales. Et puis enfin, je vous présenterai pour conclure les formations des cours du Parnasse qui permettent de préparer ces concours. Pour revenir sur ma formation, moi je suis un ingénieur, donc j'ai été diplômé en 2007. J'ai été ingénieur dans le monde médical et j'ai ensuite, je me suis reconverti après 2 ans de pratique de mon métier d'ingénieur dans le milieu médical dans une entreprise française qui s'appelle Stago. Je suis reconverti dans l'enseignement puisqu'aujourd'hui je suis professeur de mathématiques au lycée. J'enseigne dans un lycée parisien. Et en complément, je fais de la préparation au concours pour certains concours, et notamment ces concours des écoles d'ingénieurs post-bac. Qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur aujourd'hui ? Excusez-moi, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, excusez-moi, un petit problème technique. J'aime bien citer pour introduire cette intervention un psychologue américain qui, dans les années 80, 70, 80, a travaillé sur les intelligences et notamment sur les intelligences multiples. Il a dit que nous n'étions pas intelligents, mais nous avions des capacités dans certains types d'intelligence, 11 intelligences. Il avait défini l'intelligence comme étant différenciée dans 11 sous-types d'intelligence. Un jour, on lui a tout de même demandé quelle était selon lui une définition qu'on pouvait donner de l'intelligence. Et il a répondu que c'était la capacité de résoudre des problèmes et de générer de nouveaux problèmes, la finalité étant de réaliser un objet ou d'offrir un service. Pour moi, cette définition, c'est une définition parfaite de ce que doit être un ingénieur. Il doit évidemment, dans un cadre scientifique, avec une forte culture scientifique et technique qu'il aura acquis pendant sa formation en école, il doit être capable d'être confronté à des problèmes complexes, à les décomposer en sous-problèmes simples pour répondre à des problématiques. L'objectif, évidemment, étant de construire un objet technique, d'offrir un service qui pourra être commercialisé. Évidemment, l'ingénieur aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui doit travailler en entreprise, qui doit travailler en équipe, qui doit être capable
de s'intégrer dans ces travaux en projet, avec des projets qui peuvent durer sur des temps longs, de plusieurs années, avec des projets qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être menés par des équipes avec de nombreuses, plusieurs centaines de personnes. Donc s'intégrer en équipe, mener des équipes, manager des équipes, diriger ces équipes dans une gestion de projet intégré. Ça aussi, c'est des éléments, des choses qui vont être enseignées pendant les écoles d'ingé, et pas uniquement le pôle scientifique, évidemment. Quelques chiffres en bref, très rapidement, quasiment 1 million d'ingénieurs aujourd'hui en France, avec 40 000 nouveaux ingénieurs qui sortent d'école tous les ans. Pas de crise chez les ingénieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un chômage qui est autour de 4%, eh bien on estime que c'est un chômage structurel, que c'est un chômage qui est créé par les nouveaux les ingénieurs fraîchement diplômés qui arrivent sur le marché du travail, que c'est aussi eh bien un chômage qui est créé par des ingénieurs qui sont entre deux travails, entre deux employeurs, hein, qui sont sur le marché du travail, mais non pas sur des chômages de longue durée, mais sur des chômages de courte durée. Finalement, on peut dire que d'être ingénieur aujourd'hui, d'avoir une formation d'ingénieur, ça vous permet d'avoir l'assurance d'un métier. Et dans le cadre, dans cette ambiance de chômage, de crise actuelle en France, quand bien même les chiffres s'améliorent de jour en jour, eh bien 4% à mettre en regard avec les 11%, il me semble, actuellement en France, c'est clairement, ça peut être un objectif très motivant, l'assurance d'un métier à la sortie de l'école, en plus un métier qu'on va obtenir dans les mois, quelques mois. Un déficit de 5000 ingénieurs encore tous les ans dans le numérique. Évidemment, vous vous doutez que eh bien, les métiers du numérique, les métiers de nouvelles technologies sont les métiers, sont les entreprises qui sont les entreprises de demain et qui développent et qui ont besoin d'ingénieurs pour développer leurs nouveaux projets. Évidemment, les écoles sont en totale, constante mutation pour s'adapter aux nouvelles technologies. Les salaires, évidemment, seront très actifs, vous vous en doutez. Alors, pour devenir ingénieur, il n'y a pas le choix, il faut entrer dans une école d'ingénieur. Et on va voir que c'est très encadré par la commission des titres d'ingénieur qui définit ce que c'est qu'une école d'ingénieur et qui labellise une école d'ingénieur en disant « Ceci est une école d'ingénieur, elle peut donc s'appeler école d'ingénieur ». La CTI est passée, auditer cette école, a vérifié que les chaises avaient 4 pieds, que les lampes n'allaient pas tomber sur la tête des élèves, bien évidemment, mais au-delà de ça, aller vérifier la qualité des professeurs, la qualité du matériel utilisé dans les laboratoires, est-ce que les enseignants sont aussi des chercheurs, quelles sont les publications qui sortent de cette école, quel est le profil des élèves qui entrent, quel est le profil des élèves qui sortent. Tout ça est scruté à la loupe par la commission des titres ingénieurs et tous les 6 ans, elle vient vérifier bien que ces écoles sont dans les clous. Et c'est pour ça que notre titre d'ingénieur en France a cette renommée internationale, hein, parce que quand on est ingénieur en France, c'est un diplôme qui est demandé, très demandé à l'étranger. Vous avez de nombreux Chinois qui sont en train de venir se former en France et des ingénieurs français qui s'exportent très facilement à l'international. Pour devenir ingénieur, il faut donc entrer dans une école d'ingénieur. Entrer dans une école d'ingénieur, ça se fait pas n'importe comment. 3 voies possibles. Première voie possible, la CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, la fameuse Mathsup, Mathsp, dans laquelle on entre pendant 2 ans et qui va nous permettre à l'issue de concours, les concours vers les écoles de type central, l'X, les MINPON, les instituts des catholiques, les instituts des arts et métiers, toutes ces instituts, toutes ces écoles qui vont vous permettre de devenir ingénieur à l'issue du Mathsup et du Mathsp. Vous allez choisir, en rentrant dans du Mathsup et du Mathsp, une classe, une formation particulière qui va s'appeler MP pour maths physique, qui va s'appeler PC pour physique chimie, ou qui va s'appeler MPSI pour maths physique sciences de l'ingénieur. Et il en existe bien sûr bien d'autres, plus orientés vers la biologie, vers la science ou vers les sciences de la Terre, ou vers certaines techniques du type informatique. En tout cas, selon la formation que vous allez choisir, là, il faut bien regarder les détails. Vous n'allez pas avoir les mêmes enseignements. Vous allez avoir les enseignements qui vont être tournés d'une manière ou d'une autre. Si on fait par exemple, une formation MP, on va être beaucoup dans la théorie, beaucoup dans le concept, l'abstraction. Alors que quand on est sur une filière MPSI, évidemment, ces enseignements vont exister, et vont être très présents, même extrêmement présents, mais il y aura une ouverture sur les sciences de l'ingénieur, sur des TP, sur des manipulations, sur qu'est-ce que vont être ces sciences de l'ingénieur demain. Évidemment,
Évidemment, ce choix va impliquer un rythme de vie très différent l'année prochaine. On va en parler par la suite. Autre possibilité pour devenir ingénieur, eh bien, c'est d'entrer tout de suite dans une école d'ingénieur en passant les concours post-bac. Et ça va se passer cette année, pendant l'année scolaire, entre mars et juin, avec une sélectivité qui va se faire par les dossiers, par des concours. Entrer dans une école post-bac, c'est entrer dans une école à prépa intégrée. C'est ce qu'on appelait historiquement, ce sont ces écoles à prépa intégrée, où on va suivre ce cycle 2-3, 2 ans de prépa, 3 ans de cycle ingénieur, dans une seule structure. On va voir que ça a une influence, le fait d'être dans cette structure, sur les enseignements en prépa et sur la manière dont on va vivre le rythme aussi scolaire. Enfin, une dernière voie, les admissions parallèles. Vous avez sûrement tous entendu parler des admissions parallèles pour les voies économiques, pour les voies commerciales, hein, entrer à l'EM Lyon par les admissions parallèles à Bac plus 3, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, c'est tout à fait possible et ça a de plus en plus de succès. La preuve en est, à l'EM Lyon, la 4e école, 3 ou 4e selon les classements, école de commerce française, vous avez moitié des élèves en 2e année qui viennent de classes préparatoires et l'autre moitié qui viennent d'admission parallèle. Qu'est-ce que c'est que ces admissions parallèles? C'est commencer une formation à la fac, dans un DUT, dans un IUT, pardon, un institut universitaire technique, en suivant une licence, ou même pourquoi pas en commençant par un BTS. À l'issue de la première année, de la 2e année ou même de la 3e année, vous avez des passerelles qui sont possibles en passant certains concours, les concours Avenir Plus, le concours Advance Parallèle qui s'est créé l'an dernier, mais aussi le concours B, le concours C, qui vont vous permettre de rejoindre soit des écoles post-bac, soit des écoles non post-bac, des écoles plus classiques. Vous avez même des admissions parallèles vers Polytechnique, avec évidemment, vous vous en doutez, un niveau de sélectivité très 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 important. Attention à ces choix que vous allez faire cette année, à cette manière de s'orienter pour aller vers une école d'ingénieur, puisque votre rythme de vie l'année prochaine va être grandement impacté. Si vous choisissez si vous choisissez une classe préparatoire aux grandes écoles, vous avez tous l'expérience d'un ami, d'un proche, d'un cousin, d'un père, d'un frère, d'une sœur qui a passé par les classes préparatoires aux grandes écoles économiques ou scientifiques et qui a, pendant 2 ans, peut-être effectivement un peu mis sa vie extrascolaire, sa vie personnelle, un peu plus entre guillemets que d'autres élèves, puisqu'il s'est consacré à 100%, à 98% pour ses études pendant 2 ans. Ça veut dire que vous allez avoir un rythme de travail très soutenu, beaucoup plus soutenu que votre rythme de terminale, et ça, quelle que soit l'école où vous soyez cette année. Vraiment un rythme beaucoup plus soutenu, 35 à 40 heures de cours par semaine, avec des DST, des devoirs maison d'une longueur très conséquente, avec des colles orales dans toutes les matières, et avec un niveau d'exigence, avec une qualité des professeurs qui va être très élevé. Clairement, ce sont 2 années qui vont être très formatrices pour vous, élèves, où vous allez apprendre à vous organiser, à travailler, à devenir des bêtes à concours. C'est bien le terme de prépa qui est employé, c'est une préparation à un concours. L'objectif est d'acquérir un certain nombre de savoirs, de notions, de compétences pour derrière aller gagner sa place dans un concours à classement. Alors oui, eh bien, ce rythme de travail très soutenu, cette ambiance de compétition va plaire à certains et va être un cadre peut-être moins épanouissant pour d'autres. Ça, il faut clairement se renseigner, récupérer un maximum de témoignages auprès de proches pour savoir si la classe préparatoire et ce que ça implique en termes d'investissement pour les 2 prochaines années est quelque chose qui peut vous plaire ou au contraire vous déplaire. Deuxième voie, les post-bac, qu'est-ce qui va se passer? 2 ans de prépa intégrée, on l'a dit, ces écoles post-bac sont des écoles à prépa intégrée, c'est bien parce qu'on a ce 2 ans de prépa où on va suivre, alors ça va dépendre des écoles, mais on va suivre le programme des
des prépas maths sup, maths spé, voilà, 80-90% des programmes vont être traités avec un objectif qui va être différent. L'objectif n'est pas de passer un concours au bout de 2 ans, mais l'objectif est d'avoir acquis de manière sérieuse et solide un bagage scientifique qui va vous permettre d'aborder sereinement les 3 années du cycle ingénieur qui vont suivre. Alors, évidemment, ça va être ponctué d'un contrôle continu pour vérifier que ces apprentissages sont maîtrisés. Ça va être contrôlé par des partiels tous les 6 mois et ça va être sanctionné à la fin d'année d'un passage ou d'un non-passage dans la classe supérieure. L'objectif de ces écoles n'est pas de vous coincer, mais de vous accompagner. Si l'élève joue le jeu, clairement, il passe d'une année à une autre avec, je pense, un rythme qui pourrait s'intensifier d'année en année au fur et à mesure qu'on se rapproche du cycle ingénieur. Alors, du coup, le rythme de travail, concrètement, ça ressemble à quoi? Une trentaine d'heures de cours par semaine, assez similaire à ce que vit un lycéen, des heures de travail personnel, parce qu'il en faut, bien sûr, et un temps suffisant, alors non, suffisant c'est pas le terme, excusez-moi, mais un temps qui va exister en tout cas et qui va permettre de continuer à avoir une vie personnelle, une vie extrascolaire, une vie sportive, des activités en tout cas qui vont vous permettre de faire autre chose que les études, autre chose que votre cousin qui lui est en CPGE et clairement transpire beaucoup plus que vous. Ces écoles, surtout des écoles très spécialisées, font le choix aussi d'intégrer pendant ce cycle préparatoire, pendant les 2 premières années, des modules de type sciences de l'ingénieur de manière beaucoup plus forte. Toutes les écoles, je pense à toutes les écoles d'informatique, où dès la première année, vous allez faire évidemment des mathématiques et de la physique parce que c'est indispensable, mais aussi beaucoup de découvertes, d'apprentissage, d'initiation sur les langages de programmation. Vous allez à l'EPITA, vous allez à l'EFRAY, dès la première année, évidemment, vous allez travailler sur des projets en informatique, vous allez coder, vous allez être confronté à la réalité d'un développeur, d'un futur développeur ingénieur, en mettant les mains dans le cambouis, si je peux me permettre. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est que vous allez sentir beaucoup plus tôt ce que c'est que les matières que vous allez réellement, concrètement travailler dans votre vie professionnelle. Dernière voie possible, la 3e voie, c'est la fac. À la fac, clairement, les choses sont très différentes. On a une douzaine d'heures de cours en classe entière, des amphis avec plusieurs parfois dizaines, centaines d'élèves. On a des classes de TD avec des effectifs quand même plus réduits, des classes d'une trentaine d'élèves comparables au lycée où on va travailler sur des travaux dirigés, des séances plutôt consacrées aux exercices. Et voilà, c'est-à-dire entre 20 et 25 heures de cours par semaine, beaucoup plus léger que dans une école post-bac ou dans une classe préparatoire. Par contre, avec un travail autour qui doit encadrer ce travail en classe, un travail personnel qui doit être très conséquent pour digérer les choses qui seront vues. Donc avec une capacité d'organisation d'un élève qui va à la fac qui doit être finalement bien supérieure à celle d'un élève en CPGE ou en école post-bac. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas du tout être aussi encadré, on va pas vous tirer par la culotte, on va pas vous mettre une petite tape sur la tête quand ça va pas pour vous dire que là, il faut se redresser, il faut se remettre au boulot. Vous serez beaucoup plus livré à vous-même. Il faut donc savoir que si je vais à la fac, c'est mes ressources personnelles, l'entourage que je vais me créer à la fac, mes groupes de travail ou ma capacité à travailler personnellement, si je suis plus un solitaire dans le travail, qui vont faire que ça va marcher ou pas marcher. On est tous capables, en sortant de terminale, de réussir en classe préparatoire, de réussir en post-bac ou de réussir à la fac. La différence, c'est l'investissement et la manière dont on va se plonger dans les études et la manière dont on va être encadré qui vont vraiment différencier ces 2 années qui vont potentiellement vous permettre de devenir ingénieur. Un chiffre juste pour conclure sur la fac, n'oubliez pas que malheureusement la sélection ne se fait pas à l'issue de la terminale, mais la sélection se fait plus tard à la faculté. On prend tout le monde, encore que avec les problèmes d'APB l'an dernier, on voit qu'il commence à y avoir des éléments bloquants et que ce système de fac ouverte à tout le monde sans tirage au sort, ce qui nous a été vendu l'an dernier, ça ne fonctionne plus. Que par contre, cette sélection va peut-être être intégrée au niveau du bac. Ça, on ne sait pas. C'est la réforme de cette année et le nouvel APB qui nous le dira. En tout cas,
il est très clair que dans le système actuel, la sélection va se faire à Bac+1, Bac+2 et Bac+3 et que chacune de ces années vont être des paliers pour sélectionner les meilleurs élèves. À la fin de la première année, vous avez un taux d'échec à la faculté qui est de 70%. Vous avez plus de 2 élèves sur 3 qui échouent leur L1. C'est un chiffre vraiment à avoir en tête. Pourquoi? Parce que vous êtes tous capables de faire partie de ce tiers en réussite si vous avez bien les enjeux en tête et les méthodes de travail à appliquer dès le début de l'année. 2 tiers d'élèves, c'est quoi? Dans ces 2 tiers, vous avez des élèves redoublants qui échouent à la fin de l'année L1 et qui recommencent leur L1 l'année suivante. Et puis, vous avez aussi des élèves, tout simplement, qui abandonnent la fac à l'issue ou pendant la L1. Consacrons-nous et parlons un petit peu plus de ces écoles post-bac. Rentrons dans le vif du sujet après cette introduction, certes peut-être un peu charnue, mais qu'est-ce que c'est qu'une école post-bac et surtout, comment je vais la choisir? Comment moi, élève de terminale ou parent d'élève de terminale, je vais réussir à m'informer pendant ce temps de l'information, de l'orientation, qui est ce temps de aujourd'hui, du début de l'année, même des mois qui ont précédé, puisqu'on a commencé à s'informer dès la seconde, la première, mais c'est un temps qui va durer jusqu'en décembre, janvier maximum, où là on est dans l'information, on récupère un maximum de données sur les écoles, les formations, pour faire un choix en connaissance de cause, et à partir, à mon avis, de janvier et de février, quand on est dans ces problématiques post-bac à concours, eh bien se lancer dans la préparation et être maintenant consacré à une préparation et non plus à de l'information. Alors, quelques critères que j'ai sélectionnés et que je vais essayer d'un petit peu détailler pour choisir une école post-bac. Quelle spécialisation? Vous allez me dire, évidemment, c'est un choix à faire et c'est un choix qui est difficile à faire. En fait, c'est presque pas un élément bloquant, mais c'est un élément qui est compliqué à déterminer pour les élèves, puisqu'on leur demande à 17 ans, en classe de terminale, eh bien, de faire un choix de spécialisation, de choisir une école dans le monde du numérique, une école dans le monde de l'agroalimentaire, une école dans le monde des biotechnologies, une école dans le monde de la chimie, pour aller travailler dans le pétrole, par exemple, puisque c'est aujourd'hui l'énergie numéro 1, même si dans 100 ans, on espère tous que ça ne sera plus le cas et que ce seront d'autres énergies qui ont pris le relais. Mais la chimie permet d'aller bosser dans le monde du pétrole. Vous avez des écoles d'aéronautique, d'automobile, de mécanique de manière plus générale pour travailler dans les transports, des écoles de génie électrique pour aller travailler dans les énergies renouvelables, par exemple. Voilà, des écoles avec des spécialités très différentes. Et moi, à 17 ans, oui, j'ai un goût pour les sciences, je ne sais pas forcément quelle est la spécialité qui m'intéresse. Pour tout cela, il existe des écoles qu'on appelle des écoles généralistes. L'objectif de ces écoles, c'est de vous emmener pendant 5 ans sur une découverte, évidemment, de la culture scientifique, on l'a dit pendant les 2 premières années, puis une découverte de certains génies ingénieriques. Alors, il faut se renseigner parce qu'on ne va pas tout faire non plus, mais certains génies qu'on va quand même étudier, pas de manière expertes, mais de manière un peu plus superficielle, mais qui vont vous permettre d'avoir une vision globale et d'être formé en tant qu'ingénieur généraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une capacité à voir les choses d'une manière un peu plus haute, sans être un ingénieur dans le développement. Vous allez être capable d'avoir une vision sur le génie électrique, le génie électronique, le génie télécom, par exemple, dans une structure, sans être un expert du développement ou sans être un expert des cartes électroniques, mais vous allez pouvoir avoir une vision plus globale des projets. Ces ingénieurs généralistes, ils sont formés dans des écoles généralistes. Je pense à l'EPF, l'école polytechnique féminine, je pense à l'ESME Sudria, une école dont je suis issu, je pense à HEI à Lille, je pense à quelles autres écoles je pourrais vous citer, je pense bien sûr aux INSA, aux UT, aux universités techniques, à l'UTC, l'université technique la plus renommée, l'INSA Lyon, cette INSA la plus renommée. Voilà, des écoles dans lesquelles vous allez suivre un certain nombre de formations qui vont vous permettre de faire un choix en connaissance de cause, au bout d'un certain temps
votre formation. Moi, ma spécialité, c'est le traitement du signal que je n'ai choisi qu'en cinquième année, cinquième et dernière année. Évidemment, vous en doutez, c'est une formation, pardon, un enseignement qui est plus tourné vers les mathématiques. Hein. C'était mon goût premier. Mais voilà, j'ai quand même, dans un premier temps, fait cette découverte de l'informatique, de l'électronique, des télécoms, du génie électrique, avant de faire ce choix vers le traitement du signal. Alors, évidemment, on peut aussi avoir 17 ans et avoir des goûts. Et là, bah, c'est super. On va à l'EPITA, c'est une super école. À l'EFRES, c'est une super aussi école d'informatique. À l'ISEN, à Lille, on va faire de l'électronique à l'ISEP. À Paris, on va à la Salle Beauvais faire de l'agronomie. On va à l'ESCOM faire de la chimie. On va voilà, dans des écoles qui portent des projets experts avec une formation très déterminée et très convergente. Pas d'inquiétude, vous verrez qu'il y a quand même un panel de formation, un panel de spécialisation dans ces domaines ingénieriques pour chacune de ces écoles. Quel type de prépa intégrée? Je vous l'ai dit déjà, mais le format de la prépa intégrée, il peut être assez variant d'une école à une autre. Je parlais de l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, qui dépend du groupement Stanislas à Paris. Cette école a fait le choix de former ses élèves, excusez-moi, de former ses élèves en leur inculquant des notions du programme de classe préparatoire avec un niveau d'exigence qui va être très haut. C'est-à-dire qu'un élève qui est en classe préparatoire à l'ISEP va transpirer quasiment autant qu'un élève en maths sup maths spé classique. C'est pas le cas des écoles d'informatique. Quand on va à l'EPITA, quand on va à l'EFRES en général, les enseignements sont tournés vers les mathématiques, la physique, mais aussi beaucoup vers la découverte bien du développement dans les langages informatiques. L'ouverture à l'international, oui, toutes les écoles d'ingénieurs, quelles que soient ces écoles, mais toutes les écoles d'ingénieurs dont on parle par la suite, vont obliger leurs élèves à avoir au moins un stage ou au moins un échange de 6 mois de fait pendant leur formation. Et à ça s'ajoute parfois aussi une expérience, un stage à l'étranger. À vous de vérifier quelles sont les possibilités d'échange, dans quelle fac, dans quel pays, sous quelles conditions. Est-ce que c'est bien un échange, c'est-à-dire que je vais payer les frais de scolarité en France et non pas à l'étranger. On sait tous que les facs anglo-saxonnes ont des frais de scolarité très élevés. Voilà, si j'ai envie d'aller à la Georgia Tech par exemple ou au MIT, si c'est possible, pendant ma formation, il faut être bien sûr que je vais payer mes frais de scolarité en France et non pas au MIT. Hein. Alors, il faut voir aussi quelle est la capacité, et ça je vais le lier avec la reconnaissance auprès des entreprises, au service des stages de vos écoles, à vous trouver des stages à l'étranger, à offrir des stages, à vous mettre en avant des annonces qui seraient orientées vers l'international. La capacité de votre école à être certifiée par 2 certifications qui sont le EUR-ACE et le KEST SI, qui sont 2 labellisations européennes qui encouragent, qui sont décernées à des écoles qui ont fait un développement tout particulier de leurs enseignements vers les langues, vers l'apprentissage des langues et vers des échanges vers l'Union européenne. Et puis le KEST SI, c'est un développement tout particulier vers les énergies renouvelables. Donc ça, cette reconnaissance auprès des entreprises, c'est un critère que vous allez avoir du mal à identifier, pas évident. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on peut sentir au fur et à mesure de sa formation, peut-être un peu plus facilement. Je pense aux associations des anciens élèves qui sont plus ou moins actives et qui éditent tous les ans un manuel qui va vous permettre de retrouver les contacts de tous ces anciens élèves ingénieurs qui vont créer un réseau et qui vont vous permettre bien soit de trouver une première expérience professionnelle, soit de rebondir dans votre vie professionnelle, tout au long de votre vie professionnelle. Vous avez aussi quelque chose qui est plus diffus et plus difficile à évaluer aujourd'hui. C'est la capacité d'école à s'être intégrée dans des entreprises françaises
et à avoir intégré un nombre important de leurs élèves dans des entreprises. Je pense à certains élèves qui suivaient le génie électrique dans mon école qui, pour un grand nombre, allaient travailler chez Areva, puisqu'il y avait une tradition depuis quelques années de cooptation de ces élèves de Sudria chez Areva, ce qui avait créé un flux et un de mes meilleurs amis a été recruté par un ex de notre école, par un ancien élève de notre école. Voilà, évidemment, le fait qu'il soit de cette école a joué. Ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de nos formations. Le salaire de sortie, il est important quand on est ingénieur, autour de 35 000 euros bruts par an. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça représente clairement quelque chose comme 2200 euros net par mois. Ce qui est un salaire quasiment plus de deux fois le SMIC, et qui va, je vous rassure, en plus augmenter beaucoup. Dans les premières années, en tout cas. Le prix de la scolarité, il est important. Vous avez des écoles publiques. Le prix de la scolarité, c'est comme à la fac, quelques centaines d'euros, donc à peu près 2000 euros sur 5 ans. Les prix de la scolarité sur une école privée, on est plutôt entre 40 et 50 000 euros sur 5 ans. Bon, alors, voilà, ça peut être un élément, un élément de décision, il ne faut pas que ça soit un élément bloquant, puisque cette formation, vous pouvez la payer en la faisant financer par des prêts, par la banque, vous pouvez la financer par l'apprentissage, en commençant à travailler en parallèle de votre formation. Dès la 3e année, l'entreprise va du coup vous payer votre école, payer les frais de scolarité évidemment, mais aussi vous verser un premier salaire. Vous serez intégré, si vous le souhaitez, intégré très rapidement dans la vie professionnelle. Le prix de les certifications, j'en ai parlé. La CETI, Commission d'éthique d'ingénieurs, seule commission qui habilite et qui labellise une école en tant qu'école d'ingénieurs. Et le CGE, la Conférence des grandes écoles, les grandes écoles françaises, et dont nombre des écoles que je vais citer par la suite font partie, Conférence des grandes écoles, où des écoles de commerce et d'ingénieurs se rassemblent pour développer l'aura de ces écoles. Alors, les journées portes ouvertes. Un mot sur les journées portes ouvertes. Alors, peut-être un mot d'abord sur les classements. Le Figaro étudiant, l'étudiant, Studiarama, Usine Nouvelle, auquel je pense, le Nouvel Obs aussi, l'Obs, pardon, doit en sortir un. Enfin, vous avez un certain nombre, un peu moins d'une petite dizaine de classements qui sortent tous les ans et qui vont vous permettre de hiérarchiser les écoles, hiérarchiser leur niveau, leur classement. Alors attention à tous ces classements. Vous avez des écoles dans 3 classements différents. Une école, vous pouvez la retrouver 25e, 70e et 103e dans un 3e classement. Donc, comment sont créés ces classements? Quelles sont leurs valeurs? Pas évident de leur mettre une vraie valeur prédictive sur la qualité des enseignements et sur vos futurs jobs à la sortie des écoles. Ce que je vous conseille, c'est déjà d'aller voir le classement de l'étudiant. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est dynamique, dans le sens où vous pouvez hiérarchiser un certain nombre de critères qui vont ressembler aux critères que j'ai cités précédemment et qui vont vous permettre de générer quelque chose qui vous ressemble. Si votre objectif c'est d'aller faire au moins 2 ans à l'étranger, vous mettrez en vœu numéro 1, en critère numéro 1, le fait que l'ouverture internationale soit très bien notée. Et puis votre souhait c'est de faire de la recherche, le fait que les enseignants soient des enseignants chercheurs, ça serait un plus pour vous. Vous le mettrez en second choix. Et ainsi, pour chaque élève sera généré un classement qui lui ressemblera le plus possible. Les journées portes ouvertes, j'aime bien les appeler de journées séduction. Ne vous faites pas doucement bercer le jour de ces journées portes ouvertes. Pourquoi? On va vous montrer les élèves les plus communicants, les meilleurs communicants. On va vous montrer les professeurs les plus affables, les plus sympathiques. On va vous montrer les labos qui ont été rénovés l'année dernière avec du matériel tout récent. On va vous montrer des élèves au travail. On va vous montrer des installations sportives, pourquoi pas sur des campus, même des chambres d'étudiants qui ont été refaites dans les mois qui précèdent. Enfin, en tout cas, on va essayer de vous séduire en vous montrant le meilleur jour de l'école. C'est bien normal. Alors attention, vous faites la part des choses.
allez voir un petit peu dans les recoins, ouvrez les placards, si je peux me permettre de le dire comme ça, et surtout, préparez un questionnaire très précis. Soyez très actifs, arrivez avec des questions très précises. Quel est, moi, en tant qu'élève de lycée, à quoi va ressembler ma vie l'année prochaine? Je pense que c'est des questions qui vous préoccupent. Quelle va être ma vie dans 5 ans? C'est très difficile de se projeter, mais déjà sur un temps qui est celui de l'année prochaine, dans 2 ans, sur qu'est-ce que je vais y apprendre en cycle ingénieur, sur des questions très précises de rythme scolaire, d'activités sportives, de capacité à trouver des stages, d'obligation à faire ou non des stages, de possibilité à aller dans une ou une autre école, d'associations qui seraient liées à cette école qui vous permettraient de trouver du boulot, de développer, je sais pas, des activités de robotique par exemple. Je pense à toutes les associations de robotique, toutes les associations sportives, à toutes les associations beuveries évidemment de ces écoles de commerce et d'ingénieurs. Je mets entre parenthèses, mais elles existent tous, ce BDE qu'on peut appeler le bureau des élèves. C'est aussi le bureau beuverie qui va vous permettre d'organiser de grandes fiestas et de vous détendre, c'est certain. Mais aussi des associations beaucoup plus sérieuses qui vont vous permettre, eh bien, de vous intégrer dans des projets qui vont permettre de développer vos CV au-delà de la formation, eh bien, de mettre en avant certaines activités extrascolaires qui peuvent tout à fait être en lien tout de même avec vos goûts et votre futur travail d'ingénieur. Avant de passer dans le détail des concours, voilà, je voulais vous citer ces 3 groupements de concours, les UT, les INSA, les ECAM. Vous savez tous, ou peut-être pas, mais en tout cas, il existe ces 2 groupements UT et INSA qui sont des écoles publiques. Vous avez peut-être entendu parler de l'UTC pour l'Université technique de Compiègne, qui est une très grande école d'ingénieurs qui offre une formation de grande qualité. En tout cas, on peut le dire compte tenu de la hauteur des bons résultats qu'elle obtient dans les classements. Ça, c'est vrai aussi de l'INSA Lyon. Ces 2 écoles se tirent la bourre dans les premiers rangs des écoles post-bac, mais vont jouer aussi avec les meilleurs dans les écoles toutes écoles d'ingénieurs confondues. Vous avez clairement, vous avez l'INSA Lyon qui, il y a 2 ans de ça, était classée 7e école d'ingénieurs française, toutes écoles confondues. Vous avez aussi les ECAB, les écoles catholiques des arts et métiers, qui sont des écoles post-bac. Pourquoi j'ai rassemblé ces écoles ensemble? Parce qu'elles ont un mode de sélection commun. Ce sont des groupements d'écoles qui vont vous sélectionner par l'étude d'un dossier, qui va être l'étude de votre dossier. On le verra que c'est similaire à l'étude des dossiers des concours cités plus bas. L'étude de votre dossier et ensuite potentiellement un entretien de motivation. Alors, ces écoles, pour les ECAM, vous convoqueront toutes à un entretien de motivation. Par contre, pour les UT et les INSA, eh bien, ça sera fait dans la possibilité de leur organisation. Il y a une telle demande pour ces écoles qu'ils n'ont pas la possibilité de recevoir tout le monde. Attention, pas de valeur prédictive. Est-ce que je suis reçu à un entretien de motivation? Ça ne présage pas du tout d'un meilleur ou moins bon classement ou de plus ou moins de chances de rentrer dans l'école. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'étude de votre dossier et vous serez potentiellement convoqué à un entretien de motivation, mais voilà. Pas d'inquiétude si vous ne l'êtes pas, au contraire, soyez pas inquiets si vous l'êtes convoqué. La décision finale se fera au mois de juin. Les ECAM, l'étude de votre dossier et des entretiens de motivation qui auront lieu courant avril. Alors oui, pour ces 2 premiers types d'écoles, les UT et les INSA sont des écoles publiques qui ont une renommée, en tout cas je parle de l'INSA Lyon et de l'UTC, ces 2 écoles ont une renommée très forte, ce qui fait que, eh bien évidemment, elles peuvent choisir, et c'est peut-être pour ça qu'elles ont une renommée très forte aussi, elles peuvent choisir des élèves qui ont un niveau académique très élevé. Ça veut dire que pour rentrer à l'INSA Lyon et pour rentrer à l'UTC, il ne faut pas se leurrer, il faut être un très bon élève, il faut être dans le top 5 de votre école pour accéder à une de ces écoles. Il faut avoir un dossier finalement assez comparable à un élève qui pourrait rentrer en prépa, dans une bonne prépa française.
évidemment, il n'y a pas que l'UTC, il n'y a pas que l'INSA Lyon. Je pense à Strasbourg, à Toulouse pour les INSA, et je pense à Belfort-Montbéliard pour les UT, qui sont aussi des très bonnes écoles d'ingénieurs, qui ont des hauts classements dans ces classements dont j'ai parlé précédemment, et qui vous offrent des très bonnes formations avec des grands effectifs d'élèves, et du coup, vous le verrez en allant vous renseigner sur ces écoles, des panels, un spectre de formation à l'issue des 5 ans qui est quand même très large et qui permet eh bien, de faire un choix, de ce que je vous disais, en connaissance des causes, en découvrant au fur et à mesure les enseignements de l'ingénierie. On va passer un peu plus de temps sur ces 4 concours, Puissance 11 Alpha, Avenir, Advance et GIP Polytech, qui sont des concours qui ont été créés par des écoles qui se sont regroupées. Alors ces écoles font pas forcément partie des mêmes groupes au départ, mais en tout cas, elles ont décidé de se regrouper pour former un concours commun, et notamment Puissance 11 Alpha, qui est la fusion du concours, Puissance Alpha, qui est la fusion du concours Puissance 11 de l'année dernière et du concours Alpha, qui existait l'an dernier, donc 2 concours différents qui ont fusionné et qui ont créé cette année ce monstre Puissance Alpha. Avant de détailler ces concours, quelles sont les épreuves, quels sont les coefficients, enfin vraiment rentrer dans un certain niveau de détail. Je pense à 2 élèves et 2 projets d'élèves qui voudraient rentrer eh bien, en école d'ingénieur. Premier exemple, c'est un élève qui s'est renseigné, ne veut pas aller en classe préparatoire, il veut aller dans une école d'ingénieur post-bac. C'est donc son plan A, son choix numéro 1, et c'est les premiers vœux qu'il mettra dans le futur APB qui va nous être annoncé, qu'on va découvrir tous ensemble début novembre, hein, puisque le ministre s'est engagé à nous présenter ce que sera cette nouvelle plateforme APB au mois de novembre. En tout cas, voilà, les écoles d'ingénieurs jusqu'à là jouer le jeu de s'intégrer dans APB. On va voir que faut pas que ça génère d'inquiétude parce qu'elles sont dans APB, mais elles font pas du tout partie de ces formations qui ont posé des problèmes l'an dernier, de ces formations qui ont laissé des élèves sur le carreau. Tous les élèves qui préparent les écoles d'ingénieurs post-bac sérieusement, eh bien, intègrent leurs vœux de 1 à 5, hein, à partir du moment où on joue le jeu et on se prépare très bien. Et du coup, ils n'ont pas eu de problème. Ils ne sont pas retrouvés sur le carreau au mois de juin. Concours post-bac, après c'est un concours, ça peut toujours mal se passer, donc je prévois des plans B, un plan B qui pourrait être un DUT, un diplôme universitaire technique en informatique, et puis un plan C, qui est une filière non sélective, même si, avec tout ce que j'ai pu déjà dire, on s'aperçoit que les filières non sélectives ne sont pas forcément des filières dans lesquelles on va pouvoir forcément se retrouver. Je pense à une licence de maths, une licence de sciences de la matière, en mathématiques, physique, chimie, puis une école d'ingénieur, parce qu'on a vu que c'est toujours possible de retrouver par les admissions parallèles ou par des écoles d'ingénieurs intégrées dans les facs, un diplôme d'ingénieur en passant d'abord par la fac. Licence de sciences de la matière, vous pouvez avoir une licence de maths, vous pouvez avoir de maths appliquées, vous pouvez avoir une licence de biologie, vous pouvez avoir une licence de sciences de la terre, vous pouvez avoir une licence de sciences de manière générale. Hein, si vous avez un projet derrière pour aller dans une école qui a un certain niveau d'expertise, et bien évidemment vous choisirez une formation qui vous permet d'y rentrer en vous ayant renseigné avant, savoir si vous avez la possibilité, eh bien, en suivant tel cursus, d'ensuite présenter un dossier en admission parallèle. Voilà, ça c'est le premier élève. Objectif numéro 1, une école d'ingé post-bac. Élève numéro 2, l'exemple numéro 2, c'est plutôt l'objectif numéro 1, c'est une classe prépa. Mais encore une fois, il connaît les enjeux, il sait qu'il va transpirer, il est prêt à transpirer, mais pour le coup, lui, ce qu'il souhaite, c'est rentrer dans une bonne classe préparatoire. Et si c'est pas le cas, il se dit que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle et que il va falloir passer aussi ces concours des écoles post-bac pour, pourquoi pas, entrer dans une des meilleures post-bac et finalement intégrer une école d'ingénieur d'un bon niveau, d'un niveau peut-être même équivalent d'une école d'ingénieur qu'il aurait pu intégrer à la suite d'une classe préparatoire d'un niveau plus moyen qui ne ferait pas partie du top 20 par exemple. Et puis évidemment une filière non sélective, hein, j'ai mis une licence de sciences de la matière, mais ça peut être aussi une des licences que j'ai évoquées plus tôt pour être capable au cas où de suivre une formation d'ingénieur. Intéressons-nous au concours Puissance Alpha. Alors peut-être déjà avant de rentrer dans le détail de ce concours, vous avez un schéma qui est tout à fait le même
Le calendrier APB ne va pas changer, hein, ça va fonctionner de la même manière. Ce qui va changer, c'est l'algorithme, la manière dont on va décider de mettre un élève ou un autre dans une filière ou dans une autre, mais en tout cas le calendrier il va pas être modifié et du coup le calendrier de ces concours va pas être modifié non plus. Et il va être calé toujours sur APB avec un temps d'ouverture d'APB où on peut jouer avec l'information, continuer à jouer à partir de janvier, compléter son dossier, ce qui sera en général fait par vos lycées qui vont intégrer les notes des trimestres de première, les notes des trimestres de terminale, des 2 premiers trimestres de terminale, et qui vont ainsi compléter votre dossier. Ensuite, fin mars, tout début avril, eh bien, vous aurez la clôture de ce dossier. Tous les 2e trimestres dans les lycées de français de Navarre sont bouclés. Vous avez donc APB qui commence avec une étude de vos dossiers qui sera faite par les concours. L'étude des dossiers, elle consiste en quoi ? Regardez vos notes dans certaines matières. Alors, ça va dépendre des concours. Pour le concours puissance 11, le concours puissance alpha, j'ai un petit peu de mal. J'ai historiquement le concours puissance 11 en tête et il reste là ce petit 11, le concours puissance 11, où on va regarder les notes obtenues en classe de première, les 2 premiers trimestres de terminale dans toutes les matières. Les notes obtenues au bac de français écrit et oral, et puis une lettre de motivation écrite. Ça, c'est votre dossier. Ces notes-là, de votre dossier, elles vont être étudiées de la manière suivante, et ça va être vrai pour tous les concours. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre votre moyenne, on va regarder où est-ce qu'elle se situe par rapport à une moyenne de classe, évidemment, et on va aussi amener un élément de pondération qui va être fonction de votre lycée d'origine. Si vous êtes dans un lycée élitiste, eh bien, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va estimer que, dans ces lycées élitistes, le système de notation des professeurs, il est fait de telle manière que vous allez avoir, vous allez avoir des élèves, des professeurs plus exigeants et du coup des notes, des moyennes générales qui vont baisser de ce fait. Du coup, pour ces lycées élitistes qui, sur un élève qui aurait 12 de moyenne en maths, c'est peut-être pas la même valeur qu'un élève qui aurait 12 dans un autre lycée plus classique qui aurait pour objectif de former ses élèves au bac. Et voilà. Et du coup, ces lycées élitistes, ils vont être pondérés d'un coefficient supérieur à 1 qui va leur permettre de rattraper, de mettre un petit peu en valeur ces élèves qui viennent de lycées de bon niveau. Ça fait une étude du dossier, une moulinette qui tourne, et à l'issue de ça, 2 semaines avant le concours, donc ça, ces concours qui vont avoir lieu de mi-avril à mi-mai, 2 semaines, à partir de début avril, on va vous envoyer un mail avec peut-être une bonne nouvelle en vous disant « Bravo, vous êtes grand classé ». Les grands classés sont les personnes qui sont dispensées d'épreuves écrites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous prévenir 2 semaines avant les épreuves écrites que vous n'avez pas besoin de venir aux épreuves écrites, que ce n'est pas pour vous et que du coup, le concours s'arrête là pour vous, que vous avez uniquement l'étude du dossier qui comptera pour votre concours. Tous les autres candidats, et là pour le concours puissance 11, en tout cas il y a quelques années, on avait un chiffre, c'était 4% des candidats sont grand classés, donc c'est pas énormément. Voilà, il faut un élève sur 25 va être grand classé, donc il faut pas se lancer dans un concours en disant c'est pas la peine de préparer les épreuves écrites, surtout pas, puisque je vais être grand classé, donc je les passerai pas, quand bien même vous ayez un très bon niveau en classe. Attention à vous pas vous lancer dans ce cul-de-sac. Alors, si je vais passer les épreuves écrites, pour les 96% des élèves qui ont passé les épreuves écrites, il y a une épreuve de maths, une épreuve de physique, une épreuve de chimie et de biologie, et une épreuve de motivation et de personnalité qui durera 40 minutes. Avec des coefficients qui vont varier, et la somme des coefficients de maths, physique, chimie, biologie, va être coefficientée de telle manière que vous auriez un coefficient final de 1 pour toutes les notes du dossier, et un coefficient général de 1 pour toutes les notes des épreuves écrites. Donc c'est 50-50. 50% pour votre dossier, 50-200% pour vos épreuves écrites. Alors ces épreuves écrites, on en reparlera un peu par la suite, c'est du QCM, c'est vrai,
c'est un format, attention, qui va être déroutant et non pas simple, si je peux me le permettre. En général, au lycée, hein, je suis professeur de mathématiques moi-même, je le sais, quand on met des QCM, c'est en général des applications directes du cours, c'est de la restitution de connaissances, en tout cas dans certaines matières, je pense notamment à la SVT, où il y a beaucoup de QCM sur la restitution de connaissances. Là, bah, ça va être des choses qui vont pas forcément être évidentes et qu'il va falloir travailler, sur lesquelles il va falloir appliquer une méthodologie particulière, à la fois sur la manière dont on va mettre en place des stratégies sur sur le barème, excusez-moi, hein, puisque les barèmes, ça va être des points positifs, des points négatifs, sur la manière dont on va devoir parier, sur la manière dont on va devoir ne pas se faire piéger par des questions qui seront piégeuses, mais souvent qui viendront de manière récurrente. Donc on pourra être plus à l'aise face à ça avec de la préparation. Évidemment, il va falloir bosser ça en amont et vous avez pour ça beaucoup d'annales qui sont disponibles hein, sur les sites internet. Donc je vous invite, alors là pour le concours Puissance Alpha, on ne sait pas encore exactement à quoi vont ressembler les épreuves puisque c'est une première expérience. Je peux vous dire pour connaître les épreuves des concours Puissance 11 et Alpha de l'an dernier, eh bien qu'à mon avis, on va se caler sur du Puissance 11 avec un niveau de difficulté qui était tout de même assez élevé puisque Puissance 11 l'an dernier, c'était le concours clairement le plus difficile et de loin de ça. Alors, juste un petit mot sur les effectifs. Vous voyez qu'il y a 16 écoles pour 6000 places. C'est devenu un monstre, puisque vous avez un peu autour de 15 000 élèves qui sont en école post-bac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plus du tiers des élèves qui passent ce concours plus de tiers des élèves qui entreront dans une école de ce concours. Le concours à venir, avec peut-être citer quelques écoles. Pour ce concours, je pense à l'Estaca, qui est le moteur de ce concours, l'école qui a le plus de renommée. Vous avez sûrement tous entendu parler. Je pense aux formations en aéronautique, en formation en mécanique, qui vont intéresser un grand nombre d'entre vous. On peut rentrer à l'Estaca à la suite du bac, mais aussi à la suite d'une prépa. Je pense à l'EPF que j'ai pu évoquer, école généraliste avec un fort pourcentage de filles, puisqu'historiquement, c'est quoi? C'est une école de filles, l'école polytechnique féminine, c'est ça que veut dire EPF, avec une formation de qualité qui sera donnée à Sceaux, en banlieue parisienne, mais aussi dans des campus en province maintenant. Le CE, l'école, le C, à quoi il correspond? L'école centrale d'électronique, hein, voilà, beaucoup d'acronymes qu'il faut mémoriser. Et puis l'ESILV à la Défense, qui est une très bonne école tournée vers les sciences du numérique. Donc voilà, il va falloir faire ce travail d'orientation, d'information pour aller voir ce que ces écoles ont dans le ventre, quel est le sérieux de ces écoles, et puis en quoi votre projet personnel, évidemment, la maturité de votre projet personnel aujourd'hui peut correspondre à ce que vont vous proposer les écoles sur les 5 années prochaines. Pour rentrer dans ces écoles, c'est toujours le même principe avec ce système des grands classés où il y a un certain nombre qui vont être dispensés des épreuves écrites. Donc on va étudier votre dossier. Vous voyez que c'est les mathématiques, les physiques et la LV1 uniquement qui va être étudié sur les notes du dossier. Sinon, le système reste le même. À l'issue de l'étude du dossier des grands classés, à l'issue de ce choix des grands classés, d'autres qui vont passer les épreuves écrites avec des maths, de la physique, de l'anglais, du français et la note du dossier qui est intégrée. Donc vous voyez que la note du dossier, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que les matières sont assez similaires. Hein. Le pôle scientifique reste le plus fort avec les plus forts coefficients. On ne connaît pas encore les coefficients de puissance alpha, mais on le saura bientôt. Et évidemment, c'est toujours les coefficients les plus forts, avec clairement l'objectif de faire travailler sur le programme de terminale pour ces matières scientifiques et ensuite de vérifier que vous vous exprimez correctement en français, que vous exprimez aussi correctement en langue en vous faisant travailler sur de la compréhension et de l'expression dans les langues vivantes. Le dossier, on le voit ici, il compte pour 4 sur un total de coefficient de 20. C'est-à-dire que le dossier, il compte pour 20% de la note. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on a été un petit peu un élève un peu moins sérieux ou qu'on a eu un peu plus de mal en première en terminale et que si on a une lueur, que tout d'un coup le projet de l'orientation vous booste,
et que vous devenez une bête à concours, et clairement, vous pouvez tirer votre épingle du jeu en passant le concours à venir, puisque votre dossier ne comptera que pour 20% de la note, et tout ce que vous pourrez bien réussir pendant les épreuves écrites, bah, vous tirera votre note finale vers le haut. Un chiffre à retenir aussi pour le concours à venir, c'est qu'en 2015, 7110 candidats pour 1425 places. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, déjà que le nombre de places aujourd'hui, il est beaucoup plus important. Hein. Là, je parle pour des élèves de S. Déjà, il y a plus de places, mais surtout que ce taux, ça ressemble à quelque chose de très proche de 20%. Hein. On est quasiment à 20%. Ça veut dire que vous avez un élève sur 5 qui réussit le concours à venir. Alors, comme ça, au premier abord, ça peut être un chiffre qui est un peu impressionnant, de se dire, oh là, en fait, le taux de sélectivité est très important, un élève sur 5. Oui, mais on va le voir par la suite, vous n'allez pas passer un seul concours, vous allez passer plusieurs concours, et le nombre de candidats va pas augmenter avec le nombre de concours. Hein. Vous avez ces candidats qui passent plusieurs concours, donc finalement un taux de sélectivité qui n'est pas de 20%, tout concours confondu, avec les 3, peut-être 4 concours que vous passerez, qui va bien augmenter vos chances d'intégrer, qui vont être très loin de ces 20%. J'ai pas de chiffre à vous proposer, mais on est clairement très loin de ces 20%. Le concours... Le concours des écoles GIP Polytech, 31 écoles publiques universitaires d'ingénieurs qui délivrent toutes un diplôme reconnu par la CTI. Oui, je vous l'ai dit, elles sont toutes écoles d'ingénieurs, donc elles sont toutes reconnues par la CTI, c'est certain. Des éléments constitutifs du dossier. Vous avez aussi les grands classés dans ce concours avec un entretien de motivation qui devra être fait par ces élèves. On reviendra un peu par la suite sur ce que c'est qu'un entretien de motivation. Vous avez pour tous les autres élèves qui ne sont pas grands classés des épreuves écrites qui ne sont pas au format QCM pour ce concours, où vous avez une épreuve de maths et une épreuve de physique uniquement, avec des coefficients 3, 3, 4, donc 40% pour le dossier, 60% pour ces deux épreuves qui, avec des exercices au format plus proches de celui du bac, vont peut-être être moins déroutants pour les élèves qui passeront ce concours. Le concours Advance, pour finir, qui fait un petit peu son original. Pourquoi? Parce que toujours ce système de grand classé avec l'étude d'un dossier, mais vous allez d'abord passer une épreuve orale. Des épreuves orales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que étude du dossier pour tous les non grands classés, vous serez convoqué pendant courant du mois d'avril à passer des entretiens de motivation, un entretien de motivation, une colle de maths et une colle d'anglais. 15 points pour l'entretien de motivation, 5 points pour 3 points pour les maths, 2 points pour l'anglais. Vous serez interrogé sur votre motivation, vous vous en doutez, sur votre niveau en maths et votre capacité à vous exprimer en anglais. Ok. Alors ça, déjà, ça peut être un peu déroutant parce que qu'est-ce que c'est qu'un entretien de motivation? Peut-être prenons le temps d'en dire deux mots. Un entretien de motivation, c'est quoi? C'est 25-30 minutes maximum avec un jury de 2 personnes qui va être composé en général d'un professeur ou d'un membre de l'administration de l'école, de quelqu'un qui vit dans l'école, qui sera avec vous l'année prochaine, et puis aussi quelqu'un qui est dans la vie active déjà, hein, souvent un ancien élève de cette école. Les questions que vont se poser ces deux personnes vont être assez différentes. Le premier va se dire, ok, quel est... est-ce que cet élève que j'ai devant moi, c'est potentiellement un élève que j'ai envie d'avoir avec moi l'année prochaine? Est-ce que l'année prochaine, ça va être un bon élève, cet élève que j'ai en face de moi? L'autre personne va se dire, potentiellement, est-ce que cet élève, ce futur étudiant, ce futur ingénieur, j'ai envie, compte tenu de ses goûts, de ses motivations, et pas uniquement de ses qualités académiques, de lui proposer un stage. Pourquoi pas l'année prochaine? Ou même être capable de me projeter à moyen terme et de me dire est-ce que ça pourrait être un bon collaborateur. Ça, voilà. Ça va être les personnes que vous allez avoir devant vous.
Et puis les 30 minutes, elles vont décomposer en 3 temps. Premier temps de présentation, hein, l'élève en 1, 2 minutes maximum va dire qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qui fait qu'il est là, en train de se présenter pour telle école, hein, quels sont les 2, 3 éléments de motivation qui l'amènent à passer cet entretien de motivation. Et puis, ensuite, le jury va tirer des ficelles, tirer des perches que lui ont tendues le candidat pendant ces 2 minutes, et un échange va s'instaurer entre le jury et l'élève. Ça, c'est un temps beaucoup plus long. On va essayer de décortiquer un petit peu les choses, hein, d'aller tester un petit peu l'élève. Et puis, c'est peut-être même pendant un 3e temps qu'on va, pourquoi pas, eh bien, tester l'élève en essayant de lui poser des questions qui, pourquoi pas, pourraient le dérouter, le mettre dans une situation où il serait un peu désarçonné. Et je pense à des questions qu'on a pu me poser en entretien de motivation, en entretien d'embauche, qui seraient des questions du type, eh bien, vous avez la ville de Seattle dans laquelle il y a beaucoup de fenêtres, dans la ville de Seattle aux États-Unis. Combien y a-t-il de fenêtres dans cette ville? Alors évidemment, c'est une question bête qui implique une réponse intelligente. Répondre au pif un nombre grand pour définir le nombre de fenêtres dans la ville de Seattle, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de mettre en place des raisonnements, de structurer un raisonnement pour donner un nombre qui va être, certes, sûrement très 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 éloigné d'une réalité, mais qui va, eh bien, vous permettre de mettre en avant que vous allez être capable déjà de réagir face à quelque chose de déroutant, de ne pas perdre vos moyens, et puis ensuite, eh bien, quand bien même la question soit bête, de mettre en place des raisonnements qui pourraient pas, pourquoi pas, permettre d'approximer la valeur en disant que le centre-ville, c'est des buildings qui ont des formes de pavés droits, qui ont donc 4 faces, qui ont en moyenne 50 étages, qu'il doit y avoir une centaine de buildings, d'estimer du coup un nombre de fenêtres, et puis ensuite de dire qu'autour, c'est des banlieues, avec tant d'habitants, donc tant de foyers, donc tant de maisons, avec une dizaine de fenêtres par maison. Et voilà, vous donnez un chiffre qui va être sûrement très très éloigné de la réalité, mais c'est pas grave parce que vous avez été capable de mettre en place, eh bien, une argumentation qui peut convaincre et qui est intelligente. Alors, revenons sur ce concours Advance. Vous passez donc 3 entretiens, l'entretien de motivation, la colle de maths, un exercice de maths à présenter, et puis la colle d'anglais, échanger avec un professeur de langue sur la base en général d'un article de la presse anglo-saxonne. Des épreuves écrites pour tous ceux qui ne seraient pas grands classés supplémentaires à l'issue des épreuves orales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le concours Advance fait vraiment, on peut le dire, un peu compliqué, dans le sens où vous avez d'abord des grands classés à l'issue de l'étude du dossier, puis un deuxième lot de grands classés supplémentaires à l'issue des épreuves orales. Et puis, pour tous ceux qui ne seraient pas grands classés à l'issue des épreuves orales, eh ben, ils vont passer cela, les épreuves écrites. Ces épreuves écrites ressemblent beaucoup, vous le voyez, aux épreuves écrites, en tout cas dans leurs intitulés du concours à venir, puisque vous avez des maths, de la physique, de l'anglais et du français. Une épreuve de sciences du vivant, de biologie, pour les élèves qui voudraient rentrer dans cette nouvelle école, qui est l'école qui a ouvert l'année dernière, qui s'appelle Subbiotech, qui s'est ajoutée à ce concours l'an dernier. Alors, pourquoi ok, je me suis renseigné, je vais passer un concours post-bac en 2017-2018. Je veux me lancer dans l'aventure. On a tous compris qu'il fallait s'orienter, s'informer sur eh bien, une école, et qu'en fonction de cette école, vous allez du coup avoir un concours à passer qui va être intégré dans le futur APB. Alors, ce concours, la chance que vous avez pour ceux qui veulent faire ce choix de passer des écoles post-bac, c'est que ce concours, vous pouvez passer une école d'un concours du type, je sais pas, vous passez en vœu numéro 1, vous mettez l'ESTACA du concours à venir, vous avez tout à fait la possibilité ensuite de mettre en vœu numéro 2, eh bien, pourquoi pas l'IPSA du concours Advance, et puis en 3e choix l'ISEP du concours puissance 11. C'est pas parce que vous passez un concours que vous devez hiérarchiser toutes les écoles de ce concours. Hein. Vous êtes très libre, vous pouvez hiérarchiser les écoles tout à fait comme vous le souhaitez, qu'elles appartiennent à un concours ou à un autre.
Et puis en plus, votre chance, vous, c'est que toutes les écoles qui font partie d'un même concours sur APB, elles vont compter pour un seul vœu. Alors ça veut dire que ça va multiplier votre possibilité de vœux, pas à l'infini, mais de manière très grande. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un très grand nombre d'écoles. Donc pour 4 vœux, pour ces 4 concours, si on pense aux UT, aux INSA, aux ECAM, en plus, voilà, vous avez sur 7 vœux, vous avez quasiment une quarantaine, cinquantaine d'écoles que vous pourrez classer, tout ça pour 7 vœux. Alors, je me doute que vous avez pour objectif d'obtenir un vœu qui est le vœu 1, 2, 3, 4 au pire, hein, et pas moins. Donc voilà. Est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est pas une chance? C'est vrai que ça peut se discuter aussi. Vous allez passer donc plusieurs concours. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce que vous allez mutualiser vos efforts en passant plusieurs concours. Si je prépare l'épreuve de maths du concours à venir, clairement, je suis en train de travailler d'une certaine manière, à la fois sur mon programme de terminale. Oui, je travaille des maths, donc je révise les maths de terminale. Aussi sur mon programme de physique, hein, pourquoi pas, de chimie, de biologie, de terminale. Mais je suis en train, d'une certaine manière, aussi de me former à d'autres épreuves à QCM. Si je suis sur puissance alpha, à partir du moment où j'aurai bien compris la différence qui est dans ces deux épreuves, qui existe dans ces deux épreuves, hein, sur le format, c'est vraiment la forme qui va changer, le fond, c'est le programme. Enfin, j'aurai bien identifié ça. Ajouter un concours à ma préparation, c'est évidemment pas multiplier par 2 le temps de préparation, puisque vous allez mutualiser vos efforts. La forme, vous l'avez vu, des QCM pour 3 concours. Le concours Puissance Alpha, Advance à venir, avec un format quand même, je vous le disais, différent. Puissance Alpha, on ne sait pas trop. Si on part sur du Puissance 11 de la dernière, ça serait des épreuves à QCM type vrai-faux. Donc pour chaque question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pour le concours Advance, des questions de type aussi vrai-faux. Pour le concours à venir, des questions choix multiples avec une seule bonne réponse parmi 4. Des formats qui sont assez variants, 4 propositions, 5 pour puissance 11, 5 propositions pour Advance. Voilà, des formats, des manières de noter qui sont très différentes d'un concours à un autre, avec des points négatifs, pas de points négatifs, qu'il faut prendre en compte et intégrer dans sa préparation. Se préparer à un concours, c'est comprendre, décortiquer comment fonctionne ce concours dans la forme et dans le fond. Donc dans la forme, il y a un vrai boulot à faire là-dessus pour comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qui vont payer et qui vont vous permettre d'obtenir la note maximale en pariant s'il faut parier, en ne pariant pas s'il ne faut pas parier, en travaillant certains domaines du programme plus que d'autres. Le concours à venir, par exemple, adore travailler sur les nombres complexes. Je ne sais pas si vous avez déjà bossé, vous, élèves de terminale, sur ce programme de mathématiques, sur cette partie du programme de mathématiques. Mais voilà, on sait que quand on passe à venir, il va falloir bosser sur les complexes et l'exponentiel et le logarithme qui vont être très, très présents. Pour le concours GEPI Polytech, des concours, des exercices plus classiques, je vous disais, qui ressemblent au bac. Alors, on passe les concours en avril, pas d'inquiétude. Vous avez en général le 3/4 des questions à sélectionner. C'est-à-dire qu'on vous fait travailler sur des domaines. Vous avez une 60aine de questions dans l'avenir. Vous n'avez que 45 questions à traiter, ce qui vous permettra d'éliminer des questions que vous n'auriez pas encore traitées en classe à ce moment-là. GEPI, pardon, quel est le concours le plus difficile? Dans le format de l'an dernier, avec 5 concours, Puissance 11 d'abord, Puissance 11 d'abord, Avenir, Advance, GEPI Polytech et enfin Alpha en petit dernier. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Oui, peut-être. Ok, le concours Puissance 11 est plus dur, mais N'oubliez pas que vous passez un concours, que c'est pas un examen. C'est intéressant de savoir si le bac c'est dur. Si le bac c'est dur, il va falloir bosser beaucoup pour s'y préparer. Si le bac c'est pas dur, obtenir la moyenne, ça va pas être un problème. Quand même, j'espère que votre objectif n'est pas juste d'obtenir la moyenne, mais plutôt une mention. Alors, ce qu'il va falloir faire absolument, c'est de bien garder en tête que vous passez un concours et que du coup, l'objectif, c'est d'être un tueur, d'être le meilleur parmi tous et d'être meilleur que les autres. Si le concours est facile, la moyenne va être peut-être générale haute. L'objectif, ça ne sera pas d'avoir 12, mais 15. Si le concours est difficile, la moyenne générale va être plus basse. L'objectif, ça ne va pas être d'avoir 7, qui va être la moyenne générale, par exemple, de Avenir en maths, mais d'avoir 12.
Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'être meilleur que son voisin et pas d'obtenir une note autour d'une certaine moyenne. Par rapport au bac, on est sur des choses qui sont clairement plus difficiles sur tous ces concours. On est dans un niveau supérieur au bac avec un niveau d'attente et des exigences qui sont parfois assez semblables à celles qu'on peut retrouver dans le supérieur. Voilà, sur la manière dont on formule les questions qui peuvent être parfois un peu déroutantes. Les cours du Parnasse ont formé 150 élèves à peu près en 2017. Voilà un camembert qui représente leur orientation à l'issue pendant un PB 2017. Donc déjà, je peux vous rassurer, tous ces élèves ont eu une formation qui leur a été proposée dans le cycle classique APB. Il n'y a personne qui a été laissé sur la touche. Puissance 11, Avenir, Advance, vous voyez que c'est les 3 concours qui, clairement, tous les ans, sont les premiers, sont les plus demandés par nos élèves. Qu'ensuite, vous avez les prépas, parce que oui, il y a quand même pas mal de nos élèves qui préparent les concours, qui vont finalement passer les concours, mais être pris dans une prépa et s'orienter vers une classe préparatoire en dernière en bac plus 1. Ensuite, le concours alpha, la fac, GEPI Polytech, les facs de médecine qui sont aussi cooptés, qui sont aussi choisis par nos élèves, des INSA et des BTS. Alors pour les élèves de la fac, ça a été des choix de réorientation un peu, pas de réorientation mais de changement des vœux un peu en dernière minute. Ils ont préféré aller s'orienter vers des facs plutôt que certaines écoles. J'ai souvenir d'une discussion avec un de nos élèves où clairement, ce qu'il me disait, c'est que lui, il avait identifié une fac, que s'il réussissait bien dans cette fac, après les admissions parallèles, il pouvait s'en sortir pour rentrer à Centrale, qu'il savait quels étaient ses objectifs. Il fallait qu'il ait 15 de moyenne dans toutes les matières pendant 3 ans et qu'après, avec ce dossier-là et un bon entretien de motivation, il avait toutes ses chances de rentrer à Centrale. Plutôt que d'entrer dans une école post-bac, il avait visé plus haut, mais en passant par la fac. Voilà un peu pour vous donner une petite sensation de quelles sont les orientations, vers quel concours s'orientent nos élèves, 150 élèves l'année dernière. Alors quelques conseils, se préparer, évidemment, il ne faut pas mettre en danger son année de terminale. L'objectif numéro 1, c'est le baccalauréat que vous allez passer au mois de juin et c'est l'objectif numéro 1 de cette année de terminale. Vous n'avez pas le droit de louper le bac. Tous les ans, j'ai au moins un élève, allez, pas l'année dernière, coup de chance, mais tous les ans, j'ai au moins un élève, toutes les autres années, j'ai au moins un élève qui m'appelle le 8 juin, qui était à l'époque le premier jour où on vous disait quels étaient vos vœux, de publication des résultats sur APB, ou qui m'appelait, qui me disait super, j'ai mon vœu numéro 1 grâce à vous, enfin en partie grâce à vous et mon travail, j'ai mon vœu numéro 1, c'est super. Et qui me rappelait le 14 juillet au 3e temps de la publication des résultats, et qui me disait malheureusement j'ai pas eu mon bac, et du coup c'est foutu. Parce que cet élève s'était pris un peu trop au jeu des concours, il avait bien bossé les trucs, ça avait bien marché, mais il avait oublié qu'il y avait le bac à la fin de l'année. C'est pas facile quand vous avez le 8 juin, avant même la première épreuve du baccalauréat, avant l'épreuve de philo, on vous dit, c'est bon, l'année prochaine, c'est gagné, vous allez là. Et là, vous avez des élèves qui se démobilisent un peu trop tôt. Alors, le bac, objectif numéro 1. Et ensuite, il va falloir se préparer quand même à ces concours. Vous avez vu qu'il y avait des matières similaires, avec des formats tout de même différents, donc il faut aller regarder le détail de chaque épreuve. Et ça peut être un travail très long, c'est là que un stage de préparation peut vous faire gagner un temps précieux, puisque vous avez autre chose à faire cette année qu'uniquement préparer les épreuves écrites de ces concours, puisque vous avez, je vous l'ai dit, le baccalauréat à préparer, qui est l'objectif numéro 1. Découvrir les épreuves avec des professeurs qui ont cette expertise sur quelles sont les notions clés à travailler, quels sont les barèmes et comment travailler sérieusement les choses pour maximiser ses chances d'avoir une bonne note à la fois sur le fond, sur les programmes, mais aussi sur la forme, sur ce format QCM pour l'essentiel des épreuves. Vous avez rentabilisé votre temps de travail et puis vous allez aussi vous entraîner. L'objectif d'un stage de préparation, c'est de faire un concours blanc, au moins un concours blanc, on va le voir, une journée pendant laquelle vous allez enchaîner les épreuves comme le jour J. Je choisis de passer le concours blanc à venir et je vais passer les 4 épreuves du concours à venir toute la journée, comme ça sera le cas au mois de mai. Alors là, bravo à
à ces élèves qui font ce choix parce que vous allez pouvoir sentir ce que c'est que déjà la fatigue de l'enchaînement des épreuves, le stress de l'examen, et puis comment ça se passe, cette épreuve de 60 questions de maths en 1 heure et demie, comment est-ce que il faut réussir à s'en sortir. Et puis, à l'issue de ce concours blanc, vous serez évidemment classé et ça vous permettra d'avoir un premier regard sur votre qualité. Est-ce que vous êtes un élève qui a ses chances par rapport aux autres élèves qui ont passé ce concours? Évidemment, vous repartirez avec de l'entraînement, des concours blancs et des exercices dans le type des concours pour continuer à vous entraîner. Et puis, vous pourrez aussi préparer les oraux. Vous pourrez aussi lors de week-ends de formation, vous préparez à l'entretien de motivation, l'entretien de la colle de maths et la colle d'anglais, je pense au concours Advance. Là. Alors, notre formation, les cours du Parnasse, c'est quelque chose qui s'échelonne en 2 grands temps. Premier temps, c'est un stage de découverte qui aura lieu pendant les vacances de Noël, avec la possibilité de suivre 24 heures de cours dans les différentes matières où vous allez rentabiliser votre temps de travail, découvrir en 24 heures, sur 4 journées de 6 heures, découvrir ce que sont ces épreuves et commencer à vous entraîner pour les différencier. Puis, un concours blanc au choix à l'issue de ce stage, vous aurez la possibilité de sentir ce qui va se passer dans un concours de votre choix pendant le vendredi. Après ce stage de découverte, vous avez 2 stages qui vous sont proposés, qui sont des stages complémentaires, dans le sens où vous pouvez venir au stage de février, vous pouvez venir au stage des vacances de Pâques, vous pouvez venir aux 2, mais vous pouvez aussi venir de manière indépendante à l'un ou l'autre des stages. Et ça, vous pourrez faire ce choix-là sur des emplois du temps qui seront ouverts dans le sens où toutes les semaines de vacances sont ouvertes pour des stages. C'est vous qui choisissez en fonction de vos disponibilités quand est-ce que vous voulez venir en février ou quand est-ce que vous voulez venir à Pâques pour travailler. Un peu plus chargé pendant pendant ces vacances de février et de Pâques, on se rapproche des concours, on intensifie un petit peu. Dites-vous que vous allez transpirer pendant une semaine, c'est un stage intensif, le nom est important, c'est le intensif, il faut bien le retenir, il va être très vrai, 32 heures de cours en 4 jours. Ça fait des 8 heures de cours par jour, ça va être très intensif, c'est certain. Dites-vous que vous allez vivre pendant une semaine, peut-être que vont vivre pendant pendant 2 années des élèves qui vont en classe préparatoire aux grandes écoles. Dites-vous pendant 1 ou 2 semaines, vous allez vivre ce rythme, cette ambiance très forte de travail qui, vous allez le voir, va aussi vous tirer vers le haut, puisqu'on va vous challenger et ça va vous permettre de donner le meilleur de vous-même. 32 heures de cours, je disais, en 4 jours, puis la possibilité de passer 2 concours blancs et de choisir, si j'ai choisi le concours alpha et le concours puissance alpha et le concours avenir, de passer ces 2 concours. Si j'ai choisi le concours Advance et le concours Advance, j'ai choisi que ce concours, je pourrais passer 2 fois le concours Advance, évidemment. Donc ça, c'est vous qui choisissez en fonction de votre choix, on vous fera passer tel ou tel concours. Les cahiers d'entraînement pour repartir du stage et continuer à s'entraîner à la maison pour continuer à mettre en place les conseils qui ont été donnés par les professeurs. Préparation aux oraux, des entretiens de motivation, oral de mathématiques, oral d'anglais, qui auront lieu, je vous le disais, pendant un week-end. Donc, ils sont déconnectés de ces week-ends de formation et qui vont vous permettre de vous entraîner aux épreuves orales. Ça aura lieu pendant des week-ends du mois de mars. Quelques résultats. Alors, 89% de nos élèves ont été admis dans une école au moins. Sachez que le chiffre dont on est le plus fier, c'est ces 77% de nos étudiants qui ont obtenu un de leurs 3 premiers choix sur APB. Bon, à première vue comme ça, 77%, ok, c'est pas mal, mais sachez que c'est un chiffre dont on est vraiment très fier, d'avoir une telle proportion, plus des 3/4 de nos élèves qui sont dans leur vœu 1, 2 ou 3. Par rapport au ratio français, on est très très au-dessus. Vous avez malheureusement que 30% des élèves qui obtiennent leur vœu 1, 2 ou 3 au niveau national. Nous, on arrive à un niveau de 77%. Alors, évidemment que c'est dû à la motivation de nos élèves, mais c'est aussi dû au cours du Parnasse, qui les a boostés, qui les a motivés, qui leur a donné les conseils nécessaires pour rentrer dans une école qui va leur permettre, de se lancer dans la vie d'étudiante, puis par la suite dans la vie active.
Évidemment, tous nos élèves évaluent les professeurs et les formations et tous les ans, eh bien, c'est ce type de moyenne qu'on obtient. L'année dernière, quasiment 17 de moyenne générale obtenue par nos stages et nos professeurs. Voilà, ce qui pense révèle la qualité et le sérieux eh bien, des formations qu'on prodigue maintenant depuis 5 ans au cours du Parnasse pour préparer ces concours. Les cours du Parnasse, ça se trouve à Paris. Vous pouvez venir, regardez bien, hein, si vous êtes certains d'entre vous en province, pas de problème. Plusieurs semaines de stage sont ouvertes qui peuvent être en lien avec vos vacances de province. En tout cas, je pense à février et Pâques, puisque à Noël, ça posera pas de problème. Nous avons tous les mêmes vacances. Les cours auront lieu autour de la rue Michelet, au cours de la rue d'Assas, dans le 6e arrondissement, hein, dans un périmètre qui est très proche du jardin du Luxembourg à Paris. Les dates, les tarifs, la présentation des différents modules, vous pouvez tout retrouver sur le site des cours du Parnasse où vous aurez tout ces informations précisées. Évidemment, si vous êtes à Paris et que, ou là sur la région parisienne et que vous voulez nous rencontrer, nous sommes tout à fait disponibles pour un entretien et vous rencontrer pour échanger sur votre projet d'orientation et puis échanger sur nos stages et nos formations qui vont vous permettre de devenir, je l'espère, et j'en suis même certain, des ingénieurs. Je suis très heureux d'avoir animé cette réunion auprès de vous. Je vais peut-être passer sur un petit temps de réponse à certaines questions que j'ai pu lire dans le chat sur lequel j'ai pas eu le temps de beaucoup répondre pendant cette préparation. Laissez-moi une petite seconde pour regarder ça. Alors, il y avait une question sur le travail maison. Le travail maison en école post-bac, c'est un travail maison qui est très similaire, je pense, à ce que vous allez pouvoir vivre à l'école, sachant que ça va s'orienter quasiment exclusivement sur les matières scientifiques, hein. Vous avez en prépa des maths, de la physique, de la chimie pour certaines écoles, du français et des langues. Et clairement, c'est les maths et la physique qui vont prendre le plus d'espace. Ça va être ça qui va être prendre le plus de place et c'est ça qu'il va falloir travailler le plus. Alors oui, en faisant des fiches, oui, en faisant des exercices, oui, en travaillant peut-être à la bibliothèque dans un cadre studieux, en tout cas avec des méthodologies qui vont être assez similaires à ce que vous pouvez vivre au lycée. J'ai une question sur les écoles qui permettent de travailler dans l'automobile. En fait, travailler dans l'automobile, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est souvent un domaine qui est l'aéronautique, qui est l'automobile. Eh bien, on peut y accéder, hein, faut vous ayez ça en tête, on peut y accéder par différentes filières. Un ingénieur Renault, prenons cet exemple hein, d'une grande entreprise française dans l'automobile. Chez Renault, vous avez des ingénieurs, vous n'avez pas uniquement des ingénieurs qui sortent d'écoles de type Estaca, d'écoles de type transport, ingénieur en transport, puisque vous avez maintenant dans une voiture eh bien de l'électronique embarquée, donc beaucoup de problématiques d'électronique embarquée. Vous avez des problématiques de résistance des matériaux, vous avez des problématiques d'aérodynamisme, vous avez des problématiques d'aménagement intérieur, vous avez des problématiques de gestion de la chaîne de production et ainsi des problématiques tout simplement de logistique. Vous avez des problématiques d'ingénieurs qui va être en lien avec qui va faire le lien entre la technique et les commerciaux, donc des chargés d'affaires qui vont avoir cette double casquette à la fois un peu ingénieur, un peu commercial et qui vont pouvoir être en lien avec des clients ou faire le lien avec les autres services de l'entreprise, je pense au service commercial, au service marketing, mais qui vont avoir cette typicité technique. En fait, il faut que vous soyez plus précis dans votre recherche. Je veux bosser chez Renault, très bien, mais qu'est-ce que je veux faire chez Renault, chez Mercedes, chez Volkswagen? Qu'est-ce que je veux faire et concrètement? Et ça, c'est des questions pas faciles. Alors oui, si vous regardez les plaquettes, école
qui forment à l'aéronautique et à l'automobile, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je vais vous les citer l'ESTACA. Allez voir aussi dans les INSA, les UT, dans certaines GEPI, vous avez des formations en mécanique spécifique, mais vous ferez de la mécanique. Voilà comment fonctionne un moteur, hein, les pièces mécaniques, comment elles tournent entre elles. Vous ferez peut-être de l'aérodynamisme, hein, des tests en soufflerie pour les ailes d'un avion, pour la structure d'un avion, pour la structure d'une voiture, comment elle va se déformer lors d'un crash test. Toutes ces problématiques, vous les évoquerez, c'est vrai dans ces écoles, mais il y a bien d'autres points d'entrée pour travailler dans l'automobile que d'être dans une école typée automobile. Donc attention à ça, renseignez-vous, je pense, plus précisément, et sortez de ces vieux adages. C'est une école qui permet de bosser dans l'automobile, c'est une école pour l'aéronautique, c'est une école pour le numérique. Il faut être bien plus précis, je vous l'ai dit, c'est le temps de l'information, de l'orientation. Qu'est-ce que vous voulez faire plus concrètement et quel métier? Renseignez-vous aussi sur les métiers, même si je sais que c'est un travail long, difficile, à laquelle on a des réponses souvent pas forcément convaincantes. Alors, profitez d'interroger votre entourage, profitez de participer aux forums qui sont organisés dans vos écoles ou aux forums qui sont organisés lors de salons, où vous aurez des écoles qui seront présentes, mais aussi des conférences qui seront organisées sur différentes thématiques. Je vais m'arrêter là pour les questions, je vais m'arrêter là pour cette réunion. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live et je vous retrouve peut-être en cours pour eh bien des cours de mathématiques, puisque j'aurai le bonheur d'animer les cours de mathématiques pour certaines classes dès les vacances de Noël. Je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et vous dis à très bientôt.